Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Un défi de taille m'attend, celui de réaliser une introduction ultra rapide pour que vous puissiez vous plonger le plus rapidement possible dans notre épisode du jour qui est un peu plus long que d'habitude. Plus long parce que notre invitée Heather est de nature bavarde et pour notre plus grand plaisir parce qu'elle est aussi passionnée, mais surtout ce qui est passionnant c'est le sujet qui nous a réunis aujourd'hui, comment élever des enfants multilingues, quelle que soit la configuration de notre foyer, que notre foyer soit monolingue ou qu'il soit déjà animé par des dynamiques multilingues, eh bien nous aurons des tas d'idées qui nous seront données aujourd'hui dans cet épisode qui en réalité est le deuxième volet d'un premier épisode qui est l'épisode 11 du podcast La Fabrique à Polyglotte, devenir parent multilingue, les incontournables de Tetsu Yang. Le premier épisode que je viens de vous évoquer, je vous encourage vivement à l'écouter en complément de celui-ci parce que les informations qui nous sont données ne sont pas les mêmes et l'approche n'est pas la même. Tetsu Yang a appliqué une méthode dès la naissance de ses enfants, avec un système tellement bien huilé, tellement parfait qu'il peut ne pas correspondre à la dynamique de votre foyer. Je pense qu'on peut aussi s'estimer très chanceux d'avoir reçu Heather pour la première fois en français. C'est une Américaine qui a été jusqu'à présent invitée dans des podcasts pour d'autres langues. Mais donc, on est très chanceux de la voir. Et avec elle, on va développer plein d'autres situations familiales que celles qu'on a vues avec Tetsu. Et notamment, si vous avez des familles monolingues, je pense que vous allez trouver des informations qui vont vous enrichir. Et si vous n'êtes pas encore au stade d'avoir des enfants, je pense que je peux vous rappeler l'épisode 27 qui est bâtir un couple linguistiquement mixte que nous avons fait avec Clarisse, qui est peut-être le préalable à cette série. Et en tout cas, avant que je vous laisse à cet entretien, j'aimerais vous préciser que si c'est un sujet qui vous plaît et que vous aimeriez que l'on creuse encore avec d'autres épisodes, eh bien n'hésitez surtout pas à me le mentionner. Je sais que certaines d'entre vous sont intéressées, donc je n'hésiterai pas à pousser la question encore plus loin. Mais déjà là, vous avez bien matière à d'une part trouver de l'information intéressante et d'autre part passer à l'action dès cette semaine. Bonne écoute. Bonjour Heather, je suis ravie de t'avoir sur la Fabrique à Polyglotte aujourd'hui. Et pour commencer notre entretien de ce jour, la première question que j'ai envie de te poser c'est, tu es quelle apprenante? Comment tu es tombée dans le bain des langues? Combien de langues tu parles? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Je suis aussi podcasteuse depuis presque 3 ans maintenant et j'étais déjà invitée à plusieurs podcasts, pas plusieurs, mais comme 5. Et c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast français, donc je suis trop contente. Je suis ravie vraiment d'être ici. Je m'appelle Heather, je suis américaine. J'étais introduite un peu aux langues parce que mes parents, chacun parle une autre langue, mais on ne parlait pas une autre langue à la maison. Donc, mon père, il a grandi en Afrique du Sud. Il a dû apprendre l'afrikaans, mais c'était comme la langue des oppresseurs. Donc, il ne voulait jamais parler cette langue. Il est parti de l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Donc c'est mort. Il a juste des souvenirs, mais il n'utilise pas. Ma mère, elle parle hébreu parce qu'elle a passé 3 ans en Israël. Mais ce n'était pas une langue qu'elle parlait avec nous. C'était comme juste des petits mots. On n'était pas baignés dans des langues. C'était juste l'anglais. Mais des petites choses, des connaissances du monde un peu que... Ouais, mes parents se sont rencontrés en fait sur une kibbutz en Israël. Donc, il y avait toute cette histoire de voyage, de rencontres, de romantisme, de tout ça. J'étais un peu à l'école hébreu. Quand j'étais petite, on allait dans une école le dimanche, mais c'était pas longtemps. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans quand on a arrêté d'y aller. Tout ça, c'était comme une curiosité déjà dans ma tête que, waouh, il y a un autre monde, les personnes font des choses, ils ont des lettres bizarres, etc., des sons différents. Donc, j'avais cette curiosité depuis vraiment toujours parce que je savais que mon père vient de loin, il a déjà un accent en anglais.
etc., etc. Mais le français, c'était la première langue que j'ai commencé à l'école. J'avais 11 ans. Puis, je voulais faire l'espagnol. Mes parents, ils m'ont découragée. Ils ont dit, non, non, tu parles pas bien français, tu maîtrises pas le français, tu vas les confondre. Donc, j'ai pas commencé l'espagnol au lycée. Par contre, j'ai commencé à l'université. J'ai rencontré mon ex-mari qui est polonais quand j'avais 18 ans, donc j'ai commencé le polonais là-bas. À cette époque, j'avais des amis coréens à la fac, donc j'ai commencé le coréen juste toute seule, comme une curiosité. Quelles sont ces lettres? Quels sont ces sons? La grammaire, elle est vachement différente. Donc tout ça, j'avais toujours cette curiosité de wow, comment ça fonctionne. J'avais comme but d'apprendre une langue de chaque famille. Et vraiment, c'est un but un peu impossible. Mais comme j'étudiais linguistique à la fac, français, linguistique, les sciences de communication, donc je savais comme déjà, ça c'est ma passion, c'est ce que je veux faire, c'est une chose qui m'intéresse, que je sais pas ce que je vais faire avec, mais quelque chose avec les langues. Puis, je sais pas, j'ai ajouté beaucoup de langues. Enfin, ils ont offert l'arabe la dernière année que je faisais comme ma licence aux États-Unis. Alors, tout de suite, oui, j'ai dit, je veux apprendre l'arabe. Je veux apprendre plus, plus, plus. Donc, j'ai fait même 2 ans d'arabe en France. Parce que la première année, j'étais assistante de langue, donc j'enseignais l'anglais aux petits dans les écoles primaires et j'étais à Morlaix. Je ne sais pas si tu vois où c'est ou si les personnes qui nous écoutent connaissent Morlaix, mais c'est en Bretagne. Il y avait un prof français qui parle arabe et il donnait des cours. Vraiment, c'était sympa. Pour la deuxième année, j'ai fait à Rennes et j'ai fait une licence d'arabe, mais comme première année, je savais que c'était juste un an, mais je voulais faire. J'ai des bases en arabe, donc combien de langues? Donc, ma réponse est 5, parce que bien sûr, je parle anglais, français, espagnol. Je parle aussi polonais, j'enseigne et j'ai ajouté l'italien. Récemment, j'ai commencé juste à l'étudier toute seule. Et je pense que toi, tu peux comprendre ça parce que c'est drôle. Comme je t'ai dit, j'apprenais des langues comme l'arabe, le polonais, le coréen, qui sont vraiment très différentes. Et quand je suis retournée enfin à l'italien, j'étais comme, waouh, je peux comprendre déjà 80% de ce que les personnes disent, mais je galère avec l'arabe depuis beaucoup d'années. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne. Vraiment, les personnes comprennent pas. Pourquoi tu parles tant de langues? Je sais pas, c'est juste, j'aime, c'est une passion. Mais c'est un vrai plaisir intellectuel, comme quelqu'un qui adorerait les maths ou les sudoku ou Ouais, et voilà. les casse-têtes en bois. Maintenant qu'on sait qui tu es comme amoureuse des langues, on va parler d'un sujet qui en découle, c'est dans ta famille, quelles sont les langues qui sont parlées avec tes enfants. Et la première question que je voudrais te poser pour qu'on aborde ce terme de l'éducation multilingue, c'est d'abord que tu nous expliques le nom de ton compte Instagram qui est The Future is Bilingual. Oui. C'est quoi le message que tu veux nous transmettre? Oui, alors j'ai commencé mon podcast juste avant mon anniversaire en novembre, il y a presque 3 ans. Alors, je pense que c'était juste avant Covid, mais j'étais femme au foyer, j'étais avec mes 2 enfants à la maison. Je m'ennuyais parce que j'avais deux enfants qui avaient moins de 2 ans. Alors, comme j'ai dit, mon ex-mari, il est polonais. On a décidé, enfin, c'était comme très important pour nous que les enfants, ils apprennent le polonais, qu'ils parlent polonais, parce qu'on habite aux États-Unis. Moi, je savais qu'ils vont parler anglais, même si on ne veut pas, ils vont le parler. Donc, moi, j'avais pas de souci. Donc, depuis la naissance, on a parlé polonais. Et en fait, c'est intéressant parce que, comme vous savez, ouais, je suis prof de français, d'espagnol, mais vraiment, le français, c'est ma passion parce que j'ai fait toutes mes études en français, j'ai vécu 2 ans en France et j'ai pensé au début, enfin, ma première pensée, c'est que, OK, Louis, il va parler polonais et moi, je vais parler français. Ils vont être trilingues, tout ça, c'est joli, c'est parfait. On a toutes sortes de fantaisies, on est enceinte, on pense que la vie va être parfaite. Mais dès que mon fils, mon aîné, il est né, je me sentais pas à l'aise, en fait, à parler à un bébé en français parce que j'ai jamais eu cette expérience. Mon français, c'était académique. Puis, j'ai vécu ces 2 ans en France et puis un semestre à l'étranger, mais comme 2 ans et demi avec des personnes de 20 ans. Donc, moi, je n'avais pas d'expérience avec les enfants vraiment en français. Et en fait, les mots qui me venaient plus en polonais. Enfin, je me sentais bien sur l'anglais, ça va venir sans penser, mais je me sentais plus que je pourrais faire polonais plus que le français, qui m'a vraiment choquée. Mais il y a une bonne explication. C'est parce que mon ex-mari, il a une grande famille et il est le troisième de 6 enfants et sa sœur avait déjà un bébé
En fait, elle avait un bébé de 1 mois quand je l'ai connue. Donc vraiment, elle a grandi avec notre relation. Et il y avait toujours des cousins. Il avait un petit frère de 5 ans quand je l'ai connu. Donc encore un enfant. Et je connaissais comment parler à un bébé. J'ai déjà écouté les mots, les phrases, comment est-ce qu'on fait les chansons, qu'on chante, ta, 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 ta. Mais je me suis dit, OK, je vais essayer ça parce que je vais suivre mes sentiments. Alors j'ai commencé comme ça et voilà. Et du coup, en grandissant, est-ce que tu as changé la langue que tu parles avec eux ou tu leur parles que polonais? Tu fais des mélanges de langues? Comment ça se passe? Ah bah, ouais, non, ça change, ça changeait tout le temps. Enfin, c'était polonais pendant, je dirais, comme les premières 4 années pour mon fils et comme 3 années de ma fille. Comment je peux dire, j'ai postulé pour faire un doctorat au Canada parce que je voulais, comme j'ai dit, je m'ennuyais, j'étais femme au foyer avec 2 enfants et j'ai reçu. Donc, on se préparait pour déménager au Canada et c'était l'Université d'Ottawa. Donc, parfait, c'est juste à côté du Québec. Donc, on a décidé, on va habiter au Québec parce qu'il y a une ville Gatineau qui c'est comme une partie de l'Ottawa, mais dans le côté québécois. Et les enfants, ils vont aller à la garderie en français. Donc, alors, on avait comme 9 mois, comme j'ai su en décembre, et en septembre prochain, on allait déménager. Alors, j'ai commencé à introduire le français, comme de manière, j'avais comme 2 jours, on parle juste français, 2 jours, on parle polonais, et puis un jour anglais, et puis le week-end avec papa, c'était polonais. Mais enfin, c'était pas strict, mais c'était comme je faisais un effort pour qu'ils écoutent plus. Je voulais qu'ils aient des bases, qu'ils connaissent les parties du corps pour savoir, je peux aller aux toilettes, j'ai besoin de boire, j'ai faim, j'ai mal, enfin, s'exprimer des choses vraiment justes. Mais c'est drôle parce que tout ça, on a fait, moi j'avais le plan et ils avaient des petites bases, oui, les couleurs, les numéros, les chiffres, des petites choses. Et je pense que ça va. Mais mon fils, il était dans une garderie un peu plus grande où il a trouvé des anglophones parce que bien sûr, on est dans un pays bilingue à la frontière avec l'Ontario. Et mon fils direct, il est comme, ah, c'est mon meilleur ami, je vais parler avec lui. Parce que bien sûr, mon fils, même si on parlait polonais à la maison, ma famille ne parle pas polonais. Donc, chaque fois que ils étaient avec ma famille, c'était l'anglais. Et ma mère, elle me rapprochait comme, je peux pas comprendre ce qu'elle dit. Je sais pas même ce que ma petite fille... Mais, OK, mais ça va changer. Comme elle avait 2 ans, elle commence à parler et tous les mots étaient en polonais. Alors, je traduis, c'est des mots simples comme, ah, elle veut faire ça, elle a dit ça. Mais ma mère, elle était fâchée. Maintenant, ma fille parle anglais beaucoup plus que le polonais, bien sûr. Mais c'est juste, ouais, je me rappelle que ça causait des petites tensions parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais pour moi, c'était comme, c'est important qu'ils aient cette base parce que si on ne fait pas maintenant, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais je sais que ça, c'est vraiment important de commencer bien. C'était mon choix. Elle doit respecter ce que je veux pour ma famille. Mais je pense qu'elle voyait comme je choisis sa famille plus que notre famille. Ouais, elle voyait comme une, une guerre un peu. Mais ça va. Maintenant, les deux, ils préfèrent l'anglais. Ils parlent plus l'anglais parce qu'ils sont à l'école tout le temps. Ils sont avec des amis. Mais ils ont des amis qui parlent polonais, bien sûr. C'est compliqué maintenant. La situation, c'est vraiment quand on s'est divorcé. Moi, j'ai déménagé avec ma maman et je voulais pas, ça a complètement changé les choses parce que je voulais pas être impolie et parler en polonais dans une langue qu'elle comprend pas. Donc, si elle était présente, je me sentais obligée, même si je parle pas à elle, je parle juste à eux, comme est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous voulez faire? Je me sentais obligée de ne pas mettre cette barrière linguistique parce qu'elle nous a accueillis dans ce moment difficile de notre vie et tout ça. Donc, ça a complètement comme bouleversé. C'était moi qui faisais beaucoup d'efforts. J'étais la maman à la maison, 11 heures toute seule avec les enfants. C'était moi qui donnais le polonais. Et quand mon ex retournait, des fois, il était juste fatigué. Il a parlé anglais toute la journée. Donc, l'anglais sortait de sa bouche. Et moi, j'étais comme, oh, tu es le natif, c'est toi qui dois parler maintenant. Ne parle pas anglais. Moi, je fais cet effort pendant 10 heures, 11 heures, et toi, tu rentres et tu parles anglais. Tu fais quoi là? Et donc, maintenant, je vois que lui, il parle que polonais avec eux parce qu'il sait que moi, j'ai comme lâché le coup. J'ai comme, OK, maintenant, c'est pas mon affaire. Alors, moi aussi, je me sens un peu mitigée, comme est-ce que je devrais continuer de parler polonais pour leur donner cette chose que j'ai travaillé si dur pour ça, ou est-ce que je laisse à leur papa, à sa famille, de s'engager? Je sais pas, donc je mélange. Comme je dis, si je suis pas avec la maman, je suis juste avec eux, je continue à parler un peu polonais, mais pas tout le temps. Oui.
Il n'y a pas de bonne recette. Mais alors du coup, the future is bilingual. C'est quoi l'idée? J'étais à la maison avec les deux enfants et c'était juste après, je pense, les élections présidentielles aux États-Unis. Il y avait Hillary Clinton et on a dit beaucoup the future is female, the future is female, le futur est féminin. Donc, j'avais cette comme phrase déjà dans ma tête. Mais du coup, j'avais l'idée de commencer un podcast. L'idée m'est venue parce que j'écoutais des podcasts pour les mamans en français qui accouchent et comment s'est passé l'accouchement. Et j'ai dit, c'est super d'écouter les histoires des autres. Et je veux faire ça, mais avec les parents et le bilinguisme et élever les enfants. Donc, toutes ces parties comme d'un puzzle qui se mettent en place. Et le nom, il est juste, mais il m'est venu à l'esprit comme, the future is bilingual. Bah oui, c'est ce que je veux. Je veux avoir les enfants bilingues et que tous les enfants, c'est pas juste les miens, mais comme c'est ça le but. Et que le monolinguisme, ça, c'est une restriction, je sais pas comment dire, mais c'est pas un handicap. Mais j'ai écouté quelqu'un qui dit être monolingue aujourd'hui, c'est comme être analphabète dans le passé. Mais je suis d'accord qu'on a souvent l'intention d'apprendre une langue parce qu'on va avoir un bénéfice immédiat, 5-10% de salaire en plus, ou pour draguer telle personne, ou parce qu'on veut un bénéfice, alors que le bénéfice, c'est nous-mêmes qui est transformé. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais décortiquer avec toi, c'est, tu sais, Tetsu Yang, il est venu sur le podcast, il a parlé de sa structure de famille où il y a le modèle OPAL, One Person, One Language, que toutes les familles ne peuvent pas mettre en place. Avec toute cette expérience que tu as, qu'est-ce que tu peux conseiller, qu'est-ce que tu peux donner comme idée, comme piste pour créer un environnement multilingue à la maison? Ouais. Donc, c'est vrai que OPAL reçoit beaucoup d'attention, mais c'est pas la seule méthode. Et aussi, moi, j'ai jamais compris comment ils fonctionnent quand ils sont tous ensemble. Parce que surtout si l'autre parent ne parle pas du tout l'autre langue. C'est comme, il y a une personne qui est perdue. Cette dynamique, j'ai jamais compris. Mais je pense qu'il faut d'abord juste chercher des informations. Quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser? Mais il y a plusieurs méthodes comme les One Parent, One Language, mais il y a aussi comme on a fait le Minority Language at Home, ça veut dire on utilise la langue minoritaire à la maison et peut-être dehors la maison, si on est dans le magasin, on est dans le parc, on va utiliser ça en famille. Il y a Time and Place, ça veut dire comme un moment et un endroit. On va utiliser le français quand on est chez la grand-mère, on va utiliser l'espagnol quand on est avec cet ami, on va utiliser telle chose avec telle situation. Donc, c'est vraiment basé sur la situation. Donc, on fait un peu ça aussi, oui. Quand je suis avec ma famille, on utilise l'anglais. C'était ce qu'on faisait. Donc, il y a beaucoup de façons de faire et je pense qu'on n'a pas... C'est bien d'avoir des idées parce qu'on peut se sentir un peu perdu, comme comment je vais faire. Mais on n'a pas besoin d'épouser cette idée de ne plus penser qu'il y a d'autres choses à faire ou de se décourager et de lâcher l'affaire parce qu'on n'était pas parfait. Parce que non, en fait, on peut changer, on peut mélanger les choses, on peut faire comme ça un jour, comme ça un autre jour. Mais il y a plusieurs façons. C'est pas... Je pense que c'est juste, il faut s'informer, il faut trouver des comptes, trouver des sites web, parce que l'information, en fait, elle est là. C'est très à la mode, on peut dire, d'être bilingue, d'élever des enfants bilingues, plus que dans le passé. Parce que dans le passé, on avait des fausses idées que ça va faire du mal, ça va faire quelque chose de mauvais au cerveau, ou causer des retards, enfin, il y avait toutes sortes de fausses idées. Oui, il y a cette idée qu'un enfant qui apprend plusieurs langues a un retard, qu'il mettra plus de temps à apprendre à parler, plus de temps à apprendre à écrire. Ce qui n'est pas vrai. Ça dépend de l'enfant. Parce que moi, avec mes deux qui parlaient deux langues, ils ont parlé plus vite que ma copine monolingue qui parlait juste anglais avec son bébé. Ça dépend du bébé. Ça dépend pas de l'environnement. C'est pas que l'environnement va causer ça, que les deux langues vont confondre l'enfant. Ça peut arriver à un enfant bilingue, à un enfant trilingue ou à un enfant monolingue. C'est juste, vraiment, il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps, c'est tout. Le cerveau, en fait, il stocke les langues au même endroit, à part pour les langues tonales. Donc, il n'y a pas comme 2 fois plus d'informations stockées, puisque les choses vont se stocker au même endroit. Le cerveau n'est pas bilingue. Et ça, c'est cette idée de translanguaging c'est ce que je voulais étudier pendant mon doctorat. J'ai fait juste 1 an. Mais le translanguaging, j'ai un post sur ça pour expliquer c'est quoi, parce que c'était mon sujet. Mais c'est cette idée que les langues habitent mélangées tous ensemble, tout ensemble dans notre cerveau. C'est pas, il y a une partie française, une partie anglaise qui sont séparées, qui se touchent jamais, qui s'influencent jamais. Mais non, pas du tout. On peut avoir 5 langues et parler les 5 langues dans 5 situations différentes. Et ça, c'est juste la vie normale dans beaucoup de pays. Mais le problème, c'est que les pays monolingues vont dire non, mais non, ça, c'est la norme. Mais non, en fait, être
bilingue, multilingue, c'est la norme dans le monde. Mais quand on est je sais que l'anglais, comme lingua franca, tout le monde veut apprendre l'anglais, donc peut-être tu peux me dire comment c'est vu, parce que moi, j'ai ajouté une langue qui n'est pas une langue importante, entre guillemets. Ouais, comme, on va parler polonais. C'est important pour nous, mais c'est pas important mondialement. Ouais, mais je sais que beaucoup de familles, en France, en Italie, en Pologne, enfin, c'est très à la mode d'apprendre l'anglais et d'enseigner l'anglais aux enfants parce qu'ils savent que c'est important. Alors en France, il n'y a pas encore cette mode des familles multilingues, des environnements linguistiques, parce qu'il n'y a pas encore, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, il n'y a pas Mm. encore vraiment la culture de « Ah, on peut apprendre une langue en l'écoutant, en l'utilisant à la maison ». Elle est encore très rattachée à l'école, à l'étude de la grammaire, etc. En revanche, le système scolaire, il est de plus en plus compétitif. Il faut que les élèves soient placés dans les meilleures écoles, qu'ils aient le meilleur travail parce que le marché de l'emploi est aussi de plus en plus compétitif. Donc les parents, ils vont faire en sorte, enfin ceux qui ont de l'ambition pour leurs enfants, qu'ils aient le plus de chance et donc ils vont pousser sur l'anglais parce que ça ouvre plus de portes pour le travail ou d'autres langues. Ouais. Des langues avec des logiques économiques. Avec cet épisode, j'aimerais aider deux types de familles. Il y a certaines familles qui commencent à introduire l'idée d'environnement multilingue à la maison. On va peut-être utiliser des chansons en anglais, on va peut-être utiliser des jeux, on va peut-être utiliser des livres, on va peut-être mettre des films en famille en version originale, ce qui n'est pas très culture française, ça encore. Donc, Non. ces familles-là, il faut qu'elles aient des outils. Et deuxième type de famille, c'est les enfants sont déjà un peu grands, ils apprennent à l'école et t'as les parents, ça leur redonne envie. Oui, mais c'est ça justement ce que tu dis qu'il faut changer. Et moi, je parle pas juste France, mais je parle tout le monde. Comme j'ai écouté, je peux pas compter combien de fois quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je suis prof de langue. Ah, j'ai fait 4 ans d'espagnol, je peux rien dire. C'est normal, c'est comme ça, c'est comme accepter qu'on fait des langues à l'école et on n'apprend rien. On peut rien faire avec parce que c'est juste grammaire et c'est toujours comme ça, oui. Donc, on a besoin de faire plus de choses, comme tu dis, ludiques, et aussi de faire vivre cette langue hors l'école, parce qu'on peut faire juste ce qu'on peut faire. On a 1 heure à l'école avec les enfants. Je suis prof, donc je sais exactement ce qui se passe, et on essaie de faire des choses ludiques, mais c'est comme l'élève doit aussi chercher de la musique hors la classe. Moi, je peux peut-être jouer une chanson, mais il a besoin de chercher des vidéos. Il a besoin d'aller un peu plus loin s'ils veulent vraiment apprendre cette langue. C'est pas juste l'heure à l'école. OK, on apprend à parler au passé, mais je te donne juste comme le premier pas et toi, tu dois faire le deuxième. Et j'adore cette idée que si les parents, parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent ça, ah oui, j'ai étudié à l'école et blablabla. Donc, OK, profite maintenant. Vous pouvez, comme tu as bien dit, comme regarder un film, chercher une recette, cuisiner quelque chose ensemble, écouter de la musique ensemble. Je sais pas parler un voyage si on peut, oui, comme, je sais pas, mais quelque chose de plus parce que la solution, c'est pas l'école. L'école, c'est juste comme le début, c'est juste le premier pas qui va introduire cette langue. Voilà, ça existe, mais on a besoin de faire plus parce que j'essaie de faire des choses amusantes en classe. On a des classes de 1 heure et demie presque, donc on a besoin de faire des activités, mais je sais qu'il y a une autre mentalité. Oh, on veut pas être ici, madame. Comme, je sais, vous êtes lycéen, donc c'est normal. Mais cette langue, elle vit hors ce bâtiment, hors cet environnement que j'essaie de vous donner. Donc, vous avez besoin de faire partie de ça, ouais, de chercher peut-être la danse. Enfin, je pense à l'espagnol maintenant, comme la bachata. Moi, j'ai cherché une vidéo, on a essayé de faire des petits pas, comme comment est-ce qu'on fait la bachata. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vraiment, moi, mes conseils que je donne, si quelqu'un me dit, je veux élever mon enfant bilingue, mais je ne sais pas comment faire. OK, il faut d'abord que... Enfin, même une personne monolingue peut chercher des chansons, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, c'est mieux si on comprend. Mais on peut prendre des petites chansons qui parlent des couleurs. Enfin, mes enfants, ils adoraient une chanson. Ils ne parlent pas beaucoup français. Enfin, ils ont vraiment des petites bases, mais ils adorent une chanson qui parle des couleurs. Et ils voulaient toujours écouter cette chanson. Ils adorent la chanson du loup, comme Promenons-nous dans les bois. Ils me demandent toujours, ah, joue la chanson du loup. OK, on va écouter. Moi, j'ai expliqué un peu ce qui se passe, mais même si je ne fais pas ça et on écoute la chanson comme ça, ils adorent, ouais, surtout les petits. Mais on peut faire ça à n'importe quel âge. Donc, même si tu ne parles pas une autre langue, tu peux jouer de la musique. Ils peuvent écouter des autres chansons, des autres langues. Moi, j'étais très stricte avec l'écran, donc je ne montrais pas la vidéo quand ils étaient petits. Je faisais juste jouer la musique, mais avec des enfants plus grands, on peut faire jouer la vidéo. Il y a bien sûr le visuel.
qui montrent les couleurs, qui vont montrer, je sais pas, le loup qui chasse, je sais pas. Mais ils vont comprendre le sens, ouais, même s'ils comprennent pas chaque mot, chaque chose grammaticale. C'est pas important parce qu'ils s'amusent et c'est ça qui compte vraiment. Il y a, je sais pas si tu connais Yoshito. En fait, il est français. Avec des héritages japonais. Il parle toujours de cette idée de 80% doit être amusant. Et puis, on peut faire un peu d'apprentissage pendant les autres 20%. C'est comme cette règle de 80-20. Mais avec le focus, vraiment, on doit se concentrer sur le divertissement, que ça doit être ludique. On ne pense pas qu'on apprend une chose, mais que lui aussi, il est prof, donc il sait comment gérer que, OK, ces enfants apprennent, ils doivent écrire un peu ou ils doivent lire un peu, mais il y a un jeu. Donc, les enfants, ils ne pensent pas à ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils font. C'est juste qu'ils sont perdus dans le jeu, ils veulent gagner, ils veulent comprendre ce qui se passe. Et c'est ça tout le but quand on devrait penser comme ça doit être amusant avec un peu d'apprentissage et surtout avec nos enfants. Quand tu es à la maison, tu as tes propres enfants, tu peux suivre ce qu'ils veulent. Par exemple, mon fils, il aime Pokémon, donc je peux prendre Pokémon, on peut regarder dans une autre langue, on peut parler des choses. Enfin, tu peux comme suivre les intérêts de ton enfant ou de tes enfants. Mais j'ai deux questions que les parents me posent souvent. La première question, c'est jusqu'à quel âge? Et la deuxième question, c'est oui, mais il y a tellement à faire. Quelle est la première chose à faire? La première semaine de la famille multilingue, c'est quoi? Alors, je vais répondre à la question de est-ce que c'est trop tard? C'est jamais trop tard. Parce que toi, comme moi, j'ai écouté un peu ton podcast, donc je sais que tu m'as dit, tu as dit à tout le monde que tu as appris c'était comme à moi, à 26 ans, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, et moi, à 11 ans, j'ai commencé le français, mais de façon, c'était à l'école et mon accent était horrible. Enfin, c'était très américain. Banjo, tout ça. Donc, donc c'est jamais trop tard. Bien sûr, il y a une facilité. Je sais que toi, tu peux comprendre qu'après la première langue étrangère, la troisième, elle est plus facile. La quatrième, elle est plus facile. Et moi, je vois ça chaque fois que j'ai des enfants qui sont déjà bilingues et ils sont dans mon cours de français ou espagnol, ils apprennent plus vite que les autres. Pareil, quand j'étais assistante en France et j'étais à Morlaix, j'étais dans des écoles normales, mais j'avais une école bilingue bretonne. Et les enfants qui parlent déjà breton et français, ils avaient la plus grande facilité d'apprendre l'anglais parce que c'était comme le muscle était déjà réchauffé, comme OK, maintenant on change. Et c'était très mignon, comme bonjour, des maths, hello. Ces enfants, ils avaient 6 ans, mais ils étaient les plus forts. Moi, j'étais dans 4 écoles à Morlaix et puis 4 écoles à Rennes. Donc, j'avais 8 écoles, plusieurs classes dans chaque école. Et ouais, ils étaient les plus forts, les enfants qui étaient déjà bilingues, bien sûr. Et bien sûr, si on pratique quelque chose, ça devient plus facile. C'est juste normal. Alors, c'est jamais trop tard. En fait, je voulais mentionner que j'ai fait une entretien avec une copine. Elle s'appelle Sandra. Elle est péruvienne et elle n'a pas parlé espagnol à sa première fille jusqu'à 4 ans. Donc, elle était avec son mari américain. Elle a juste comme parlé anglais parce que c'était la langue qu'ils avaient en commun. Et elle a décidé à 4 ans, non, en fait, je veux que ma fille, elle parle espagnol. Depuis ça, elle a un deuxième enfant avec qui elle a parlé depuis la naissance. Donc, elle a vécu les deux expériences, comme commencer à 4 ans et commencer avec son petit. Mais elle, on a fait une interview. Elle m'a parlé de, ouais, c'était difficile, mais c'était pas impossible, bien sûr. Elle est aussi prof, elle enseigne l'espagnol, mais comme il faut faire un effort. Alors ça, c'est juste, il faut que les personnes qui nous écoutent, ils sachent que c'est pas une évidence. Ça va pas venir tout seul. Il faut savoir ce qu'on veut, comme quel est le but. Est-ce que je veux que mon enfant ait des bases pour juste comprendre comme une bilingue réceptif, ou est-ce que je veux qu'il parle, ou est-ce que je veux qu'il sache écrire, est-ce que je veux... Enfin, il faut vraiment avoir le but en tête, parce que si on veut juste que l'enfant parle, ben, c'est bien, mais on va faire des choses différemment que si on veut que l'enfant écrive. Ben, j'ai besoin de faire beaucoup plus de pratique, j'ai besoin peut-être d'enseigner un autre alphabet. Enfin, il faut savoir quel est le but. Est-ce que c'est parler avec les grands-parents ou est-ce que c'est réussir à l'école? Est-ce que c'est, enfin, et aussi juste continuer parce que il y aura des jours où tu fais rien, mais ça va, tu peux te faire demain. C'est pas fini si on ne fait pas un jour ou si on n'a pas commencé l'enfant à 5 ans, il est à l'école. D'accord, on peut ajouter petit à petit. Ça n'a pas besoin, c'est pas une chose rapide. De toute façon, apprendre une langue, c'est pas comme on voit sur YouTube dans 3 mois. Ben non, pour la plupart du monde, ça c'est pour les personnes comme hyper douées qui sont déjà polyglottes dans 10 autres langues. Ouais, ils ont appris l'italien dans 3 mois. OK,
bravo, c'est bien pour toi. Le reste de nous, ça va prendre des années. Donc, mais aussi commencer doucement. C'est pas comme, OK, on va commencer, on va faire toute la journée. Non, peut-être on va faire un petit peu, on va faire un jeu, on va écouter quelques chansons et ça va. Si l'enfant, il se sent bien, d'accord, on peut ajouter, mais on n'a pas besoin de comme nous asseoir et faire 2 heures de quelque chose. Mais non, faire doucement, ouais. Parce que c'est aussi un changement pour l'enfant. Si, par exemple, l'enfant, il écoute juste le français, il a 5 ans, ça va être dur. Mon fils, il me disait, quand j'ai essayé d'introduire le français, il avait peut-être 3 4 ans. Et moi, je parle français. Je dis comme, est-ce que tu as faim? Et il m'a dit, niet, niet, maman. Non. Il a dit non en polonais. Non, ne me parle pas comme ça. Je sais pas ce que tu dis. D'accord. Il était vraiment contre pendant longtemps. J'ai dit, OK, ça va pas marcher. Je peux pas forcer. Je peux pas juste parler. Même je pensais, ah, c'est une question facile. Moi, je fais comme des gestes, un peu de langue de signes pour qu'ils me comprennent. Mais lui, il était juste comme contre l'idée d'écouter maman qui parle cette langue. Donc, j'ai introduit avec la musique. Parce que ça, c'était ludique, ça, c'était amusant pour lui. Peu importe la langue, il adorait écouter des chansons, il adorait danser. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai introduit le français beaucoup plus avec les chansons. Des fois, j'ai expliqué un peu, ah, il a dit que le loup, il te fait ça. Et ils étaient intéressés. Ah, OK, raconte. Parce que je traduis dans une langue qu'ils comprennent déjà. Je pense faire des choses qu'ils aiment et écouter l'enfant. Si ton enfant te dit non, ça veut dire que ça va pas marcher. Tu veux pas créer une situation de bataille entre toi et l'enfant parce que toi, tu veux qu'il apprenne l'anglais pour avoir des bonnes notes au lycée et ton enfant de 6 ans te dit non. Enfin, ça va créer une mauvaise dynamique. Il faut toujours penser quelle est la relation que je veux avoir avec mon enfant. Il y a beaucoup de choses à retirer de tout ce que tu nous as dit. Donc la première chose, c'est de noter, si vous êtes dans la semaine 1 de votre transformation du foyer, c'est d'abord de noter l'objectif. 1, c'est quelles langues qui sont concernées, et 2, c'est pour en faire quoi. Ensuite, si c'est pas une langue qui est soit la langue du pays, soit la langue de l'école, soit la langue d'un des deux parents, l'enfant ne verra pas de sens à ce qu'on transforme la langue qu'il y a entre le parent et l'enfant. Donc si on lui explique pas, ça, il peut dire non. Et à ce moment-là, il faut que ça devienne pas la langue de communication, mais la langue de l'activité. Donc, que ce soit les chansons qu'on va écouter dans la voiture le matin en allant à l'école, que ce soit des cours de cuisine, que ce soit peu importe, mais que l'enfant comprenne que c'est lié à une activité. Et aussi, comme tu dis, avec 1 heure. Quand on conduit à la garderie, on écoute des chansons en français. Et ça fait partie de la routine. Et toi, si c'est quelque chose que tu vois, ah, ça plaît, tu peux continuer. OK, chaque matin, on va faire comme ça. Et tu découvres plus. Parce que le plus que tu cliques sur des choses, ouais, l'algorithme va te donner d'autres chansons similaires, d'autres comptines. Donc, c'est très facile, en fait. On a toutes les choses, vraiment. Ça, si tu veux des chansons en n'importe quelle langue, presque, enfin, tu peux trouver. Donc, je pense que il faut utiliser, il faut juste savoir, il faut faire un peu de recherche. C'est ça que les parents, ils se trouvent juste, ah, je sais pas quoi faire ou cliquer, mais il faut commencer. Commence avec une chose et tu vas trouver le reste. Ça va être comme un effet domino que les autres choses vont suivre. Mais commencer, c'est le plus difficile. C'est ça. On ne peut pas vous donner toutes les solutions. Après, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un cas particulier pour lequel vous n'avez pas de réponse, ou à nous écrire, ou à écouter le podcast de Heather. Mais la première chose à faire, c'est on vous autorise. Vous avez l'autorisation de commencer à tester des langues. Ça ne portera pas préjudice à votre enfant. Et une autre chose, même si c'est pas votre langue maternelle et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Il y a beaucoup de parents qui parlent avec des erreurs une langue, mais ça n'empêche pas à l'enfant d'apprendre correctement la langue. Il y a beaucoup de natifs, je dois dire. Je ne sais pas en français, mais en anglais, il y a beaucoup de personnes natives qui font beaucoup de fautes. Moi, j'écoute chaque jour quelqu'un qui dit une faute avec la grammaire anglaise et c'est comme ça. Même les natifs font des fautes. Donc, toi, tu ne vas pas donner une autre langue juste parce que tu as peur des fautes, mais ce n'est pas la chose la plus importante. En fait, l'enfant, il ne va pas savoir d'abord. Si moi, j'ai fait une faute en grammaire polonaise, mes enfants ne savaient pas. Et ce n'est pas juste moi. Je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas juste moi qui va transmettre, par exemple, le polonais. Moi, j'écoutais plein de chansons, regardais des petites vidéos, des choses. Il y avait le papa, il y avait la famille. Donc, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de ressources, même si tu n'as pas de famille comme moi, mais il y a des playgroups, enfin, peut-être pas encore en France, mais on peut comme créer des petites réunions de parents où on va parler anglais. Ça devient de plus en plus populaire ici avec l'espagnol. Il y a comme des petits groupes OK, on va tous jouer pendant 1 heure, on parle espagnol. Il y a des choses à la bibliothèque, des fois, il y a
des ressources, même si c'est juste l'Internet, on va regarder des vidéos, mais il y a des ressources, c'est pas tout sur tes épaules et toi, tu dois être parfait et faire pas d'erreur. On a toujours peur de faire des fautes, mais c'est pas la chose la plus grave. Tout à fait. Et tu devances presque ma dernière question qui est comment tu vois l'avenir des familles parce que tu es en train de me dire que ça devient un petit peu plus populaire. Donc je pense que tu vois des choses qui changent à la fois autour de toi, à la fois peut-être dans d'autres pays. Comment tu vois le futur des familles par rapport au rapport aux langues? Ouf, je sais pas, il y a ce que je voudrais, il y a ce que je vois, mais les personnes sont de plus en plus en contact avec les immigrants. C'est juste comme une fait qu'il y a plus d'immigration, il y a plus de personnes qui bougent dans le monde, qui se déménagent, qui se déplacent. Et donc, chaque année, je sais les statistiques au moins au Canada, aux États-Unis, c'est comme chaque année, il y a de plus en plus d'élèves dans les écoles qui n'ont pas l'anglais ou l'anglais français comme langue maternelle, ce qu'on appelle les allophones au Canada. Donc ça augmente. Ça n'a pas diminué depuis, je sais pas, des décennies. Donc, je pense qu'on est de plus en plus en contact avec des personnes d'autres cultures. Et je vais retourner à ce que j'ai dit au début, que c'est juste comme cette curiosité. On n'a pas besoin de maîtriser toutes les langues du monde, même si j'aimerais bien. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être ouvert, d'être curieux, d'avoir peut-être des petites bases, parce que même si on peut même juste commencer une discussion, je dis, ah oui, konnichiwa, ah, je sais comment dire bonjour en japonais. Enfin, ça va comme détruire un petit mur qui était entre moi et cette personne parce que, waouh, ok, tu connais au moins un mot dans ma langue, je me sens un peu plus proche de toi parce que si on n'a jamais appris une autre langue, on ne sait pas à quel point c'est difficile. C'est vrai. Et c'est ça le problème que j'ai avec le monolinguisme. En fait, c'est juste que tu peux pas comprendre. Oui, 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 c'est un enrichissement qui est nécessaire au bien vivre ensemble, Tout à pour fait. un monde plus tolérant. Ça fait un peu bisounours, ça fait un petit peu cheesy de dire ah, c'est bien, ça va. Mais ça change, même soi, quand on est plus à l'aise avec les personnes qui parlent pas notre langue, ben, on est moins stressé, on est plus en confiance, on est plus en Ouais. maîtrise, plus en empathie. C'est même plus facile pour soi. Ouais, c'est pour les deux, comme ça aide les deux personnes à se sentir plus à l'aise et ça requiert pas comme un grand effort, mais juste un petit effort. C'est vrai. Parmi nous, il y en a quand même qui parlent anglais. Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre pour découvrir tes contenus? Alors, je suis sur Instagram, @thefutureisbilingual. Il n'y a pas de point, il n'y a rien, pas de tiret. Mais mon podcast s'appelle aussi The Future is Bilingual. Il se trouve sur toutes les plateformes. Est-ce que tu connais, parce que moi j'essaie d'agrandir la connaissance des polyglottes, est-ce que tu connais quelqu'un de francophone qu'on devrait recevoir sur la fabrique à polyglottes? Oui, en fait, j'ai une très bonne amie. Elle était aussi invitée sur mon podcast qui s'appelle Mackenzie. Elle a aussi un podcast elle-même. Elle est francophone. Elle était aussi prof de français comme moi. Elle enlève ses deux enfants en français. Ils font le OPO parce que son mari, il est vietnamien. Il comprend, mais il parle pas vraiment français. Donc, c'est vraiment tout est sur elle. Mais elle a plusieurs façons de trouver des ressources, des choses à faire, des activités pour agrandir le monde, que c'est pas juste elle, le petit frère, maman, mais Ouais. parce que tu peux pas faire tout seul. Ça, c'est aussi un Non. grand message dans la communauté. Il y a pas longtemps, j'ai lu un post qui reprend cette citation. Il faut un village pour élever un enfant Oui, tout à fait. et il faut un village multilingue pour élever un enfant multilingue. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Donc c'est s'appuyer sur l'école, c'est s'appuyer sur des réseaux de parents, c'est s'appuyer sur des nourrices ou des Ouais. gardiennes ou Et même de comme la nous, famille. on a des podcasts pour justement créer une communauté, mais aussi pour être là dans vos oreilles, pour que vous vous sentez pas seul. Comme, OK, je suis pas tout seul quand je fais ça. Il y a d'autres parents. C'est pour ça que moi, je fais des interviews avec d'autres parents. Je demande quel est le moment le plus difficile, quelles sont les bonnes choses, parce qu'on partage le bon, le mauvais, mais pour avoir ce sentiment que, ouais, OK, il y a d'autres parents qui galèrent avec ça, mais ils continuent et ils me donnent des bonnes idées. On fait des bonnes choses. Donc, on est là pour vous soutenir, que vous faites, si vous avez des questions, etc. Moi aussi, ma boîte de messages est ouverte. Donc, si vous voulez m'envoyer quoi que ce soit, des questions, je suis là. Oui, regardez les liens qui seront dans la description de cet épisode de podcast. Vous aurez de quoi faire pour continuer à creuser ce sujet. Mhm. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura donné la motivation pour commencer cette semaine quelque chose avec vos enfants, ne serait-ce qu'une chanson. Merci en tout cas pour cette passion que tu nous transmets et qui nous donne envie de faire plein de choses. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi parce que je peux pas me taire. En fait, je parle trop. C'est un sujet que vraiment, c'est comme ma vie, c'est mon travail, ce que je fais avec mes enfants, je pense à ça toute la journée. Donc, c'est pour ça que j'ai trop à Je dire. comprends.
Cool, bah, merci beaucoup. Merci pour l'espace et le temps. C'était un plaisir et j'ai hâte de rencontrer des personnes qui écoutent, qui vont peut-être m'écrire, qui vont écouter mon podcast pour un peu d'anglais. Vous êtes bienvenus. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.